Habituellement, quand j'ai une voix qui sonne comme ça, c'est signe que j'ai eu beaucoup de plaisir. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode bien spécial parce que c'est mon retour sur le délirium ludique. Alors lors du week-end dernier et l'autre d'avant, se déroulait la 5e édition du Délirium ludique. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un événement dans la magnifique région de Québec. Donc c'est relativement près de chez moi, à peu près 20 minutes de mon domicile. Et c'est un événement qui justement en était à sa 5e édition. Donc l'événement sert à amener plein de joueurs pour pouvoir partager notre belle passion et pouvoir vibrer au sein de notre communauté. Alors tout au courant du week-end, c'est plus de 500 personnes qui sont passées sur place. Certaines personnes sont même restées à dormir, donc de l'hébergement qui est fourni si on le désire. Également des repas sur place. Donc ça permet de pouvoir passer vraiment du bon temps parce que c'est ça le but de ce type d'événement-là, d'être entouré de joueurs et même si on se sent moins à l'aise des fois, un peu moins social, parce que je le sais, moi, quand je vais là-bas, c'est un gros trip pour moi, j'adore ça. C'est le côté social de pouvoir discuter avec du monde, de pouvoir voir une tonne de joueurs, mais je sais qu'il y a des gens aussi qui sont un peu plus timides et qui profitent de ces événements-là pour justement se réunir dans une espèce de safe spot avec d'autres gens qui partagent cette même passion. Donc, j'ai eu énormément de plaisir et je veux profiter de cet épisode spécial pour faire un petit retour sur le Délirium, mais de faire également un retour sur les différents jeux que j'ai joués. Parce que bon, je parle des jeux, c'est certain, mais comme d'habitude, je veux parler aussi des gens. Alors, premièrement, je tiens à remercier Jeff Savoie, le maître d'orchestre de tout ce beau symposium ludique. Donc, Jeff organise ça. Jeff est stressé 6 mois avant l'événement et 6 mois après l'événement. Il relève ce défi-là de main de maître. Mais Jeff n'est pas tout seul. Jeff est accompagné de sa famille qui l'aide énormément avec ça. Donc, son épouse Nathalie, ses enfants aussi participent beaucoup à l'événement. Mais Jeff est également entouré d'une tonne de bénévoles, des gens qui prennent leur temps pour s'assurer à ce que l'événement soit un succès. Donc oui, il y a Jeff, il y a les bénévoles, mais il y a également les partenaires. Et là, il y a beaucoup de partenaires qui se sont joints à l'aventure. Certains depuis le début, d'autres sont nouveaux. Donc c'est toujours agréable de pouvoir voir ces différents partenaires-là. Donc comme à l'habitude, Randolph a toujours une salle dédiée avec des animateurs qui sont là pour présenter les dernières nouveautés. Il y a également la salle de Hilo, aussi animée, donc beaucoup de plaisir, beaucoup de tournois aussi. Et cette année, pour une première fois, Asmodée était présent avec une autre salle et également ses animateurs. Donc tous ces gens-là qui servent à rendre l'événement et à faire en sorte de réussir à ce que les gens ne s'ennuient pas. Donc il n'y a jamais personne qui s'ennuie et il y a toujours une grosse salle principale avec une grosse bibliothèque de jeux. Donc les gens qui connaissent un peu moins les jeux également, ils vont avoir des gens qui vont être sur place pour les montrer et il y a un super système de ballons. Alors si on met une balloune, on peut dire qu'on cherche des joueurs. Donc si jamais on veut avoir plus de joueurs autour de nous. Et c'est ça qui est le fun parce que les gens vont se mélanger quand même aux autres. Il n'y a personne qui vient juste avec son petit groupe pour juste jouer avec le même monde. C'est ça qui est le fun à ce genre d'événement-là. Et moi, j'en profite toujours pour pouvoir également tenter de jouer avec le plus de personnes possible. Donc, c'est toujours agréable aussi de rencontrer certaines personnalités ludiques, donc des gens que vous écoutez. Le prof Board Game, David, était là. Il y avait également plusieurs autres personnes. Une belle occasion aussi de voir mon collègue JP. Pour ceux qui ne le savent pas, moi et JP, on se voit pas si souvent que ça. Cet événement-là, c'était vraiment très agréable de pouvoir voir une tonne de personnes. Alors, premièrement, je tiens à remercier tout le monde avec qui j'ai pu partager une partie, une conversation, une discussion, ou juste les gens qui sont venus me dire bonjour. Je trouve ça toujours le fun de me sentir que je fais partie de cette belle communauté-là et c'est quelque chose de vraiment génial, un beau feeling. On se sent bien malgré le fait que le jour après l'événement, on a un petit blues, on passe tellement du bon temps, on est tellement sur un petit nuage que c'est difficile d'en sortir. Donc, merci beaucoup à tous ces gens-là et là, je prendrai pas le temps de remercier individuellement chaque personne. Je pense que je finirai par en oublier. Je pense que j'ai tellement de plaisir à vibrer au sein de cette communauté-là. Merci à tout le monde avec qui j'ai pu passer du temps. C'est vraiment fantastique et ça me fait très chaud au cœur aussi de passer ces moments-là en si bonne compagnie.
Mais là, c'est beau remercier les gens, mais je veux quand même parler aussi de jeux parce que, bon, habituellement, j'attends mon segment Quoi de neuf pour parler de mes expériences ludiques, mais là, j'en ai tellement au Delirium qu'il fallait que je coupe un peu quelque part. Donc, je me permets de vous parler de quelques jeux auxquels j'ai joué. Alors, je vais commencer immédiatement avec le jeu Neotopia. Alors, Neotopia est un jeu que j'avais ramené de Gen Con. C'est un jeu que j'ai acheté lors de l'événement. C'est un jeu de Arcane Wonders qui est un jeu de placement de tuiles. Donc, on doit faire du pattern building. Donc, on va faire certains agencements et on va devoir tenter de marquer des points selon certaines cartes qu'on va avoir. Je sais pas pour vous, mais moi, ce genre de petits puzzles-là, ça me plaît toujours énormément. Je sais, il y a une tonne de jeux qui utilisent des concepts relativement similaires, mais Neotopia avait en plus un petit système de construction de ville. Bon, je qualifierais pas vraiment ça d'un jeu de construction de ville, mais c'est le genre de jeu qui me plaît habituellement. Et Neotopia n'en fait pas de différence. J'ai trouvé ça très bon. Bon, est-ce que le jeu va assez se démarquer lors de sa sortie pour pouvoir faire un gros buzz? Je le sais pas. Mais je sais que pour ma part, j'aime beaucoup ce genre de jeu-là. J'ai trouvé ça intéressant du fait que les placements qu'on va faire vont pouvoir servir peut-être aux autres joueurs parce qu'on place des pastilles de couleurs, donc derrière du très beau matériel, des beaux jetons là, en plastique très dur. Et lorsqu'on va le placer au jeton, on va devoir tenter de faire certains agencements, mais là, les autres joueurs vont pouvoir servir des mêmes agencements. En plus de ça, on va essayer de réussir à aligner des jetons de notre couleur parce que oui, malgré le fait que on ait une couleur attitrée, on peut placer des jetons de toutes les couleurs, donc des ressources si on veut. Donc j'ai trouvé que c'était un bon petit puzzle très intéressant, un jeu que j'ai hâte d'y retourner. Je continue avec celui-là, un plus gros jeu, un très gros jeu même, et un coup de cœur. Donc, lors de mon premier week-end, j'ai pu jouer au jeu Hégémonie. Alors, Hégémonie est un gros jeu. On se le cachera pas, c'est un 4 heures à 4 joueurs, donc un gros jeu très costaud. Mais ce qui me plaisait beaucoup et la raison pour laquelle j'avais tellement hâte de jouer à Hégémonie, c'est le concept. Alors, c'est un jeu à saveur très politique, parce que chaque personne va contrôler une classe politique, donc une classe sociale. Donc, moi, j'ai joué la classe ouvrière, mais il y a également un autre joueur qui jouait la classe moyenne, un autre joueur jouait les grosses corporations, et un autre joueur joue l'État. Ce qui est intéressant dans Hégémonie, c'est que tout le monde doit travailler en synergie avec les autres, mais pas tant que ça, parce qu'on veut toujours tirer la couverte un peu de notre côté. La classe ouvrière va tenter de devoir fournir des ouvriers, et la façon de se faire de l'argent, c'est justement en allant travailler dans ces compagnies-là pour pouvoir justement retirer de l'argent et pouvoir réinvestir ailleurs. La classe moyenne, elle joue un peu le rôle entre les deux, parce que oui, elle va avoir des gens qui vont travailler, elle va pouvoir faire des compagnies également, mais elle va pouvoir mettre son monde à travailler dans ces compagnies-là. De leur côté, les grosses corporations, eux, vont devoir tenter de générer de la grosse argent. Donc, générer des ressources que la classe ouvrière va travailler à produire, et ensuite de ça, les vendre, donc les vendre à l'extérieur, faire de l'export, et également de payer des grosses taxes à l'État, et l'État va devoir servir de cet argent-là pour les infrastructures, donc ne serait-ce que la santé, l'éducation, et avec tout ça, il y a un système de billes qu'on peut passer, des lois qu'on peut passer, donc augmenter le salaire minimum, c'est très bon pour la classe ouvrière, mais c'est un peu moins bon pour les méga corporations. Donc tous les joueurs vont essayer de tirer la couverte un peu de leur côté, ça fait en sorte que le jeu est tellement complet, c'est un jeu très asymétrique, j'ai joué une des factions et je saurais même pas vraiment comment jouer les autres factions. Je savais un peu qu'est-ce qu'ils faisaient, mais ultimement, ça reste une expérience, un jeu tellement complet, un jeu vraiment incroyable que j'ai hâte et je pense que je vais m'emporter acquéreur lorsque le jeu va arriver. C'est certain que c'est pas un jeu qui va sortir souvent. C'est un jeu qui est costaud à expliquer également, mais quelle expérience incroyable. Donc ça a été un de mes gros coups de cœur lors du premier week-end. Je continue avec un jeu qui, lui, est un petit peu plus petit, mais qui m'a fait un bon feeling parce que je savais pas trop quoi m'attendre. Le jeu, c'est Knar. Knar est un jeu de gestion de cartes où on va devoir tenter de construire un tableau et lorsqu'on va jouer une carte, on va activer tous les effets de la couleur. Ça va faire en sorte de faire des petites combines et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup dans les jeux de société. Trouver des cartes, trouver des filons, exploiter des combos, de faire en sorte que lorsque je vais jouer une carte jaune, je vais pouvoir faire 2 ou 3 effets. Le jeu est intéressant parce que il s'explique bien, il se joue bien, un petit jeu de cartes sans trop de prétention, les parties sont autour de 30 minutes et je dois avouer que j'ai joué 2 ou 3 parties pendant le week-end, donc c'est un petit jeu qui s'apprend bien et qui est plutôt amusant. Je continue avec un jeu qui s'appelle Ancient Knowledge. Ancient Knowledge est un jeu de la compagnie Yellow qui tombe habituellement dans mes cordes. C'est un tableau builder. Donc, on construit un tableau de cartes, mais la différence avec ce jeu-là, c'est que les cartes vont aller tranquillement en déclin. Donc, lorsqu'on va jouer une carte, il va avoir un chiffre selon une espèce de ligne du temps, et à la fin du tour, la carte va descendre jusqu'à temps qu'elle arrive à la toute fin où elle va tomber en déclin. Et là, certaines cartes vont avoir des pouvoirs quand ils vont être actifs, d'autres cartes vont avoir des pouvoirs quand ils vont tomber en déclin, d'autres cartes vont donner
donner des points si elles sont en déclin dans le passé à la fin de la partie. Et le tout est fait avec un petit système de ressources qu'on place sur les cartes, donc des tablettes, et on va devoir essayer de s'en débarrasser parce que si on réussit à arriver au bout, et là, ça va être des points négatifs. Donc, beaucoup de combinaisons, beaucoup de petites choses qu'on peut faire, beaucoup de combos qu'on peut également faire avec ces cartes-là. Mais je dirais que ma première partie où on a joué à 4 joueurs, j'étais pas tout à fait convaincu. Je savais que sur papier, le jeu allait vraiment me plaire, mais lorsque j'ai joué, il y a quelque chose qu'on avait un peu moins compris, c'est comment se débarrasser de justement ces ressources-là qui viennent des points négatifs. On a fini toute la table avec des points négatifs comme ça se peut pas, et il y avait un petit quelque chose qui me chicotait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de refaire une partie, cette fois-ci à 2 joueurs. Là, le jeu a vraiment bien été. J'ai fini avec juste 2 points négatifs. Et là, on a vraiment vu la synergie. Donc, je ne sais pas si c'est le fait qu'on joue à 4 joueurs, que peut-être une petite règle qui a été expliquée de côté. Je sais pas trop. On a oublié des petites choses aussi parce qu'on peut se débarrasser de ces ressources négatives-là. Donc, pendant le jeu, on peut défausser les cartes de notre main. Et ça, c'est quelque chose que presque aucun joueur avait fait. Donc, en y rejoignant, c'est là que j'ai fait « Wow, ok, c'est vraiment, vraiment un bon jeu. » J'ai vraiment apprécié. Je pense que c'est un jeu qui gagne à être rejoué parce que en rejouant, on voit des petites combines, on voit des synergies qui commence à apparaître aussi. Toutes les cartes sont uniques. Ça permet vraiment, vraiment de développer un beau tableau et de pouvoir, même si c'est le hasard des cartes qu'on va piger, de réussir à faire du mieux avec ce qu'on va avoir. Donc, Ancient Knowledge, un jeu qui tombe directement dans mes cordes. Je continue avec un jeu qui s'appelle SkyTeam. Alors, SkyTeam, ici, comme ça, est un jeu que j'avais déjà joué, mais je veux prendre le temps de vous en reparler encore une fois. Le jeu va sortir au mois d'octobre et inutile de vous dire qu'il va créer un gros buzz parce que à l'événement au Delirium, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'occasion de l'essayer dans la salle du Randolph. Et moi, j'ai déjà ma copie du jeu et j'adore ce jeu-là. C'est un jeu coopératif à 2 joueurs où les joueurs vont devoir tenter de travailler ensemble pour pouvoir faire atterrir un avion. Donc, il y a un pilote, il y a un copilote et le tout avec un système de gestion de dés. On va devoir tenter de placer nos dés pour pouvoir tenir l'appareil droit, réussir à aligner nos moteurs, ouvrir les roues, ouvrir les flaps, faire en sorte de faire un paquet de petites choses et d'éviter le trafic aérien. Donc, j'ai joué souvent au jeu de base, mais là, j'ai pu essayer d'autres petites choses parce que oui, le jeu de base fait vraiment la job, mais à l'intérieur se retrouve un paquet d'autres choses qu'on va pouvoir jouer, des nouveaux scénarios, des nouveaux modules. Et là, j'ai eu l'occasion d'explorer un petit peu plus ça. Et wow, sérieusement, gros coup de cœur pour moi. SkyTeam, c'est vraiment excellent. Celui-là, c'est certain que je vais faire une vidéo de présentation parce que j'ai adoré. Je continue avec un prototype. Et là, c'est rare que je parle de prototype parce que je suis pas un grand fan de jouer une tonne de prototypes. Bon, j'aime ça les jouer comme ça ici et là, mais lorsque c'est un jeu un peu plus costaud, je suis un peu plus réticent. Le jeu, c'est Natera New Beginning. Alors, Natera est un jeu qui offrait une prémisse intéressante, celui d'être adjacent un peu à un jeu comme Terraforming Mars. Et Terraforming Mars est un jeu que j'adore, donc tout de suite j'étais curieux. Donc l'aspect tableau building, donc construction de tableau, nous fait penser vraiment beaucoup à Terraforming Mars, mais au lieu d'avoir un déplacement de tuiles qu'on va avoir, c'est un placement d'ouvriers. Il y a différents endroits, des choses comme ça, et c'était pas la première fois que j'avais l'occasion de voir le jeu, mais c'est là la première fois que je me suis assis pour y jouer. Alors les créateurs, Hugo et Eric étaient sur place, et j'ai eu l'occasion de partager une partie avec Maxime Tardif, l'auteur de Earth, ainsi que mon ami Gilles, également un auteur de jeu. Donc, on a eu l'occasion de s'asseoir pour pouvoir y jouer. Et malgré le fait que Natera soit un jeu un peu plus costaud, qui dure un petit peu plus qu'une demi-heure par joueur, et là, on savait qu'on était des joueurs qui jouent relativement vite. Donc, ça a permis de pouvoir justement faire rouler le jeu vraiment bien. Et laissez-moi vous dire que c'est un gros coup de cœur. Le jeu va avoir un socio-financement éventuellement. Il n'y a pas de date de sortie encore, mais c'est vraiment, vraiment un jeu que j'ai adoré. L'aspect de placement d'ouvriers, jumelé avec différentes pistes qu'il va avoir, jumelé avec la gestion de cartes qu'on va avoir, gestion de ressources. Et le jeu est complet, mais on voit que les gars, ils ont travaillé très fort parce que il est complet, mais il n'est pas du superflu. Ils ont coupé vraiment un paquet d'éléments de faire en sorte qu'on appelle en anglais streamliner, donc d'épurer le jeu de manière à ce qu'il soit vraiment fonctionnel et ça donne vraiment, vraiment une belle expérience de jeu. Donc c'est certain que directement quand je vais voir ce jeu-là sortir en socio-financement, ça va être un insta-back pour moi. Natera New Beginning, je vous invite à aller voir la page Facebook, c'est vraiment un excellent jeu. Je continue avec un jeu qui, lui, n'est pas du tout nouveau. C'est un jeu qui s'appelle Hab and Gut. Bon, ça c'est le titre allemand. Il vient de ressortir sur le nom de The Rich and the Good. Je ne sais pas si vous le savez, mais récemment, j'ai redéveloppé le goût de jouer à des jeux de stock market. Donc, des jeux de gestion d'actions, donc de commodités également. Donc, faire monter les prix, faire descendre les prix, essayer de vendre à bon prix, etc. C'est un type de jeu que j'adore. Et récemment, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en jouer beaucoup.
D'ailleurs, j'en ai joué quelques-uns au Delirium. Et celui-là, c'est un jeu de 2008 qui a été réédité très récemment par Ares Game. Et j'avais jamais eu l'occasion de jouer à ce jeu-là. C'est un jeu très beige, la boîte est beige, le matériel est beige, mais c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. Donc la twist qui rend le jeu intéressant, c'est que les joueurs vont avoir différentes commodités qu'on va pouvoir acheter. Et là, on va pouvoir acheter des stocks, donc des actions de compagnie, si on veut, de ces différentes couleurs-là. Et on va devoir les acheter. On peut les acheter à notre tour, mais après ça, chaque joueur va avoir des cartes entre les joueurs. Donc, exemple, moi, j'ai un petit panneau avec mon joueur de gauche et j'ai un panneau avec mon joueur de droite. Et lorsque, après avoir la phase d'achat, on va pouvoir jouer une carte à gauche, une carte à droite. Donc, on a de l'information limitée sur les stocks, comment ils vont bouger. Est-ce que l'action jaune va monter, va descendre? Et là, on choisit une carte de chaque côté et on les joue. Il y en a une qu'on va jouer à son plein potentiel, donc par exemple un +4, et l'autre qu'on va jouer à moitié. Donc, par exemple, mettons qu'il y a une action que je voudrais pas trop qu'elle descendre, au lieu du -4, je pourrais dire que c'est un -2. Donc, les joueurs vont continuer comme ça, de manière à passer toutes leurs cartes. Et donc, on a toujours un petit peu d'informations sur où est-ce que les stocks vont peut-être aller, mais on n'a pas toute l'information autour de la table. Ce qui fait en sorte que le jeu se démarque également et donne un petit vibe de High Society, comme d'un jeu de Reiner Knizia ou encore de QE. C'est que à la fin de chaque ronde, il y a 2 rondes, donc à la fin de la première ronde, les joueurs vont choisir certaines actions qu'on va pouvoir placer et envoyer à la charité. Donc, chaque fois qu'on va faire ça, on va pouvoir placer une action à la charité, et voilà comme ça. Et ensuite de ça, on va toutes les vendre. Donc, les joueurs vont avoir de l'argent. La twist, c'est qu'à la fin du 2e round, le joueur qui a donné le moins d'argent à la charité est complètement éliminé. Donc, peu importe combien d'argent il a accumulé, 0, capote, fini, on l'élimine complètement de la partie. Ce qui a amené un jeu, parce qu'on veut donner à la charité, mais pas trop, parce qu'on veut pas se ruiner non plus, mais c'est important de le faire. D'ailleurs, le joueur qui disait pendant la partie « Ah, j'ai assez donné après la première ronde, je peux même me permettre de pas en donner autant », a été éliminé. Donc, c'est un jeu qui offre une bonne petite twist, un jeu qui est relativement rapide, un jeu qui est très, très simple, très, très efficace. C'est le genre de jeu que j'aime. Parlant de jeux comme ça, j'ai eu l'occasion de jouer à Acquire. Acquire est un jeu qui date de 1964. Oui, presque 60 ans. Donc, par le designer Sid Saxton qui avait fait ce jeu-là et qui a perduré à travers le temps. Il y a eu un bon nombre d'éditions qui sont sorties, mais tout récemment, la compagnie Renegade Games nous a offert une nouvelle édition de Acquire, histoire de faire redécouvrir ce classique ludique aux gens. Et je me suis dit, tiens, quelle belle occasion de pouvoir le découvrir, parce que c'est un jeu qui m'avait toujours intrigué. Mais bon, on a trouvé une copie, les rééditions, des fois. Donc là, la nouvelle version de Renegade, parfait, je suis très content de l'avoir essayé parce que c'est un excellent jeu. Alors, c'est un jeu qui se joue, bon, ils disent 2 à 6 joueurs. Plus qu'on est de joueurs, mieux que c'est. Je pense que je le conseille surtout entre 4 à 6 joueurs, où les joueurs vont devoir créer des chaînes d'hôtels. Et là, on va placer des petits jetons, un peu à la manière du bingo. On va choisir une petite bastille, on va la placer. Et si jamais il y en a 2 une à côté de l'autre, on va créer une nouvelle chaîne d'hôtels. Donc, on va pouvoir placer le petit miniature de l'hôtel et pouvoir acheter des stocks de ces différentes compagnies-là. Donc, encore un peu comme l'autre jeu, on va acheter différents stocks des compagnies et tenter de les faire fructifier. Et cette fois-ci, c'est lorsque les hôtels vont pouvoir se connecter. Donc, lorsqu'on connecte 2 chaînes d'hôtels ensemble avec un petit jeton, et ça va faire un merge. Donc là, il va avoir la plus petite compagnie qui va se faire absorber par la grosse. Donc, si on a des actions de la petite compagnie, on va pouvoir les liquider de manière à se faire de l'argent et essayer peut-être d'aller chercher des actions de la grosse parce qu'à la fin de la partie, plus c'est gros et plus ça va valoir de points. Donc, d'argent. Donc, un jeu qui a vraiment bien vieilli malgré tout. Ça fait presque 60 ans et wow, j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu l'occasion de jouer 3 parties pendant mon week-end parce que j'ai tellement aimé ça. Le jeu est pas long, ça se roule bien. C'est probablement le jeu que j'aurais aimé avoir étant jeune. Donc, tout le monde en avait tous une copie de Monopoly. Et là, je comprends, c'est peut-être un petit peu plus complexe que Monopoly, bien entendu, mais je pense que c'est le genre de jeu que j'aurais aimé ça avoir quand j'étais jeune. Mais là, je le découvre tout juste, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont probablement déjà joué à ce jeu-là, qui disent « Quoi, Sylvain, t'avais jamais joué à ce jeu-là? » Et non, que voulez-vous? J'ai également découvert Can't Stop, du même auteur, juste l'an dernier, alors que le jeu était sorti dans les années 80. Donc, Acquire, gros coup de cœur également pour moi. Je continue avec un jeu que j'ai joué, que j'étais très content de le jouer, avec Maxime, justement, qui s'appelle Street Fighter, The Miniature Game. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai un petit attachement à Street Fighter parce que lorsque j'étais jeune, surtout Street Fighter 2, j'ai énormément joué à ce jeu de combat. Donc, c'est un jeu de miniature avec des cartes et des dés. Donc, premièrement, je tiens à dire, le jeu était issu de sociofinancement. C'est pas un jeu qui est facile à obtenir parce que c'est un jeu qui est relativement rare. Il a été sociofinancier et c'est probablement assez cher parce que les miniatures sont absolument
magnifiques. Donc, des belles figurines. Donc, des figurines qui sont pré-peintes. C'est vraiment génial. Et le jeu est également très, très élégant parce que c'est un combat. Bon, on a joué à 2 joueurs. On a un plateau de jeu et les joueurs vont devoir se déplacer, jouer des cartes, brasser des dés, attaquer l'autre. C'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux. C'est un jeu très, très arcade. D'où le nom du jeu. Et ce que j'ai trouvé vraiment qui donnait beaucoup de saveur au jeu, c'est qu'il y a une application non officielle avec laquelle on peut peser sur les boutons pour pouvoir faire comme les bruits, donc des Hadouken, Shoryuken. Et là, lorsqu'on prend des dégâts, on peut les marquer là-dessus. Donc ça ajoute à l'immersion là-dessus. Donc vraiment un beau jeu. C'est pas un jeu que je vais courir pour essayer de trouver ou de payer une fortune pour avoir, mais je suis content de l'avoir essayé. Je continue avec un jeu qui, lui, j'avais hâte de le jouer, qui s'appelle Spellbook. Alors, Spellbook est un jeu du designer Phil Walker Harding, qui est un designer que j'adore. Il a produit énormément de petits jeux, donc des petits jeux de puzzle, des Baron Park, des Gizmos, un paquet de jeux que je trouve toujours très intéressants. Donc, c'est un auteur qui, sans être un auteur qui produit des méga succès, c'est toujours des jeux qui marchent bien. Alors, Spellbook est un jeu de draft de petites tuiles. D'ailleurs, les petites tuiles, c'est des petits jetons en acrylique qui sont absolument magnifiques. Donc, on va drafter des tuiles et on va avoir certains effets qui vont être faits selon le matin, le midi, le soir. On va devoir collectionner des runes de couleurs pour pouvoir obtenir des pouvoirs. Donc, j'avais très hâte de jouer au jeu et le jeu nous offre du beau matériel. Sauf que mon expérience a été correcte. Je pense qu'il va falloir que j'y rejoue avec peut-être une certaine asymétrie parce qu'on a joué avec les sorts de base. Donc, c'est certain que peut-être que ça l'a pas aidé à l'agrément du jeu. J'ai trouvé le jeu bien, j'ai trouvé que ça roulait bien, mais je pense pas que d'avoir de beaux jetons en acrylique, c'est une assez bonne raison d'aimer le jeu. Donc, je pense que je vais refaire une partie, je veux le réessayer. Je suis pas convaincu totalement. Je dirais une petite déception à ce niveau-là parce que c'est un auteur que j'aime énormément, donc c'est certain que je m'attendais probablement à mieux. Ça reste un jeu qui coule bien, qui est pas compliqué à expliquer, qui se joue relativement rapidement, mais c'est certain qu'on va piger dans le sac pour essayer d'avoir des tuiles de couleur et essayer de réussir à faire un peu plus de contrôle sur ce qu'on va pouvoir jouer. Bref, pas un énorme succès de ce côté-là. Sinon, il y a un autre jeu que j'ai joué que lui, je suis allé chercher juste avant le Delirium parce que j'avais vraiment hâte de l'essayer. C'est Robot Quest Arena. Alors, j'ai vraiment beaucoup de misère à me rappeler du nom de ce jeu-là parce que c'est clairement Robot Wars. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais une émission de télé qui s'appelait Robot Wars. Bon, il y a eu BattleBot qui est arrivé un peu après. C'est où 2 robots vont s'affronter dans une arène. Et là, on peut être plus que 2 robots parce que j'ai acheté des extensions, donc je peux jouer jusqu'à 6 joueurs. Mais là, on a joué des parties à 4 joueurs où on a des robots. Et le concept, c'est de détruire l'autre robot. Oui, mais on va revenir. Donc, on a un certain nombre de respawn, donc de retour à la vie. Ça veut dire qu'on n'éliminera jamais complètement un joueur. Donc, lorsqu'on va battre un joueur, qu'on va l'attaquer, on va simplement faire des points de victoire. Chaque dégât infligé va donner 1 point de victoire. Et si on donne le dernier dégât, donc le coup fatal, on va faire 2 points de victoire. À ça se jume un système de deck building. Donc, on va acheter des cartes avec des batteries. Et les batteries vont servir également à se déplacer. On va faire des dégâts, des attaques à distance. C'est un petit jeu rapide qui se prend pas trop au sérieux, mais qui est vraiment le fun. Donc, non, on n'a pas de dés. Donc, c'est vraiment fait avec le système de deck building. Et c'est pas un jeu où on va construire notre deck de manière très ardue, essayer de peaufiner ça. Non, c'est vraiment un jeu très arcade et j'ai vraiment aimé ça. C'est un jeu qui sort facilement, c'est un jeu que je vais jouer fort probablement avec mes enfants même. Je pense que j'ai hâte de leur montrer parce que les robots sont absolument magnifiques, des beaux robots, tout peinturés, tout jolis. C'est vraiment une belle présence sur la table pour un jeu avec des règles très très simples. Donc Robot Quest Arena, un jeu que j'ai adoré. Et là, je continue la liste parce qu'il y en a pas mal des jeux là-dedans, je pense. Alors, je vais y aller avec un jeu que j'avais hâte d'essayer, qui a été sorti au Gen Con, qui s'appelle World Wonders. Alors, World Wonders est un jeu de placement de polyomino où on va devoir tenter de construire des merveilles du monde. Alors, chaque joueur a son petit plateau et on va devoir tenter d'acheter des tuiles de manière à pouvoir les placer selon certaines conditions. Mais ces conditions de placement-là vont faire en sorte qu'on va pouvoir également acheter des merveilles. Et là, les merveilles, ce sont de magnifiques meeples en bois, donc des belles structures en bois qu'on va placer sur notre plateau qui donne vraiment un beau look à ça. Donc, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. C'est le genre de jeu que lorsqu'il va sortir en magasin, c'est certain que je vais m'en procurer une copie. J'aime beaucoup les jeux de placement de tuiles, les jeux de polyomino, les petits casse-têtes comme ça et d'ajouter l'espèce de présence, de construire de quoi à la fin de la partie. On a vraiment l'impression d'avoir construit quelque chose. Donc, j'ai vraiment trouvé ça super. Je sais que mon collègue JP a eu l'occasion de jouer et de vous en parler déjà sur la chaîne. Je continue avec un classique et probablement la raison pour laquelle que ma voix sonne comme ça, c'est le jeu Ready, Set, Bet. Alors, Ready, Set, Bet est un jeu de John DeClair. C'est un jeu de course de chevaux. Ce qui est spécial avec ce jeu-là, c'est que j'ai jamais vraiment joué, mais je l'anime
et j'ai drôlement du plaisir. C'est un jeu qui se joue à 8 joueurs, hein, parce que chaque partie que j'ai joué de ce jeu-là, il y a toujours 8 personnes autour de la table qui ont très très hâte de pouvoir participer à cette course-là. Donc à la base, c'est très simple. L'animateur, en l'occurrence moi, brasse des dés de manière à faire avancer des petits chevaux. Et là, il y a une course. Et là, en avant, il y a une espèce de tapis qui ressemble un peu à des tapis de casino où les joueurs vont pouvoir faire des mises. Donc c'est 8 personnes debout autour de la table qui suivent la course. Et je suis pas reposant quand je joue à ce jeu-là. Donc c'est certain que j'anime la course le mieux que je peux et les gens ont énormément de plaisir autour de la table. C'est un petit jeu sympathique, un jeu de convention. Et je pense que c'est vraiment drôle parce qu'il y a vraiment plein de monde qui sont venus me voir pendant la convention en disant « Hey, c'est quand tu fais ton Ready Set Bet, là, je veux vraiment être là. » Donc c'est certain que c'est exigeant un peu physiquement, surtout au niveau de la voix, mais j'ai tellement de plaisir à ça et c'est une expérience que je vais essayer de faire à chaque convention, de sortir ce jeu-là de manière à pouvoir justement faire vivre une belle course comme ça. C'est vraiment un happening. Je jouerai jamais à ce jeu-là dans ma cuisine tranquille avec 2-3 personnes. Non, c'est une expérience que je veux jouer avec plein de monde. Et là, c'est toujours le fun de voir tout le monde qui vient de regarder la partie de autour. Donc, Ready Set Bet, pour moi, un gros classique. Et là, je vais continuer avec un coup de cœur et un beau coup de cœur de ma deuxième fin de semaine. C'est le jeu Cat in the Box. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les jeux de levée. Bon, on appelle le jeu de levée des jeux de pli. Donc, des jeux dans lesquels on va avoir une sorte et là, on va pouvoir couper avec de l'atout, des choses comme ça, donc de suivre. Un peu comme la donne de pique ou même récemment de Crew. Donc, c'est un type de jeu que j'aime beaucoup et j'avais très hâte d'essayer Cat in the Box parce que c'est un jeu de levée quantique. Alors, à la base, Cat in the Box, c'est un jeu traditionnel comme ça. Donc, il y a 4 couleurs qu'on va pouvoir jouer les cartes. Et là, bon, le joueur qui a réussi la plus haute carte va ramasser le pli, va faire des points selon ça. La twist, c'est que là, les cartes sont tous noires. Lorsqu'on va jouer une carte, on va décider de quelle couleur elle va être. Et en faisant ça, on va placer un petit jeton. Donc, si jamais je joue un 4 bleu, je vais placer ma pastille sur le 4 bleu et il n'y a personne qui va pouvoir jouer le 4 bleu. En même temps, si jamais à un moment donné, je décide que je veux couper avec de l'atout ou essayer avec une autre couleur pour essayer de couper, pour me débarrasser de certaines cartes, je vais pouvoir jouer. Donc, si on est en vert, je peux dire « Hey, je vais jouer en bleu ». Mais en faisant ça, je dis à tout le monde que je n'ai plus de vert dans ma main. Donc, je vais enlever mon petit jeton sur le vert et je ne peux plus jouer de vert. Et là, plus la partie avance, et moins il y a de choix, et plus que les possibilités deviennent plus minces. Parce qu'à un moment donné, va arriver l'inévitable, parce que oui, il y a plus de chiffres, il y a plus de cartes avec le même chiffre, donc il y a 5 cartes qui portent le numéro 3, mais il y a juste 4 couleurs. Donc ça se pourrait qu'à un moment donné, toutes les 3 sont parties, donc on ne puisse pas jouer notre 3, parce qu'on ne pourrait pas placer de pastilles, parce que officiellement, il n'y a plus de 3 d'aucune des couleurs qui est disponible, ou même des couleurs. Donc si jamais on est en jaune, et là, bon, je peux plus jouer de jaune, quoi que ce soit, c'est certain qu'il va falloir jouer avec d'autres couleurs. Et lorsque le joueur arrive et que c'est son tour et qu'il peut pas physiquement jouer la carte, parce que on peut pas dire quelle couleur elle est ou que le chiffre n'existe plus, à ce moment-là, ça va coller un paradoxe. Et là, le joueur va perdre des points et tous les autres joueurs, la ronde va se terminer et les autres joueurs vont faire des points. Bon, on peut miser le nombre de mises qu'on va réussir à avoir, donc le nombre de levées, un peu à la manière du Wizard. Et si jamais on réussit ça, on a également un bonus de placement. Donc, tous les petits jetons qu'on va placer sur le tableau, si jamais on réussit à les placer de manière orthogonalement adjacente, donc de faire un suivi, de les mettre ensemble, on va pouvoir marquer des points bonus. Mais c'est beaucoup plus difficile que ça en l'air. Je dirais que Cat in the Box est un jeu qui va plaire aux gens qui aiment ce type de jeu-là. C'est un jeu que j'ai vraiment trouvé brillant, un jeu qui se joue bien, qui est vraiment le fun, et je pense que c'est une expérience qui vaut la peine d'être essayée parce que juste d'en parler comme ça, c'est vraiment le feeling de jouer lorsqu'on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, et là, wow, ok, c'est brillant, c'est vraiment génial. Donc, ça fait le tour de mes expériences de jeu avec ma voix qui est déjà pas mal amochée. Je pense que c'est le temps que j'arrête aussi de parler. Il va falloir que je repose un peu cette voix-là si jamais je veux vous faire des vidéos sur la chaîne tout au courant de la semaine parce que ce sera pas facile sinon. Donc, j'ai vraiment apprécié mon Delirium. C'est un événement que j'adore. Une belle gang de monde. C'est vraiment toujours très agréable de rencontrer tout ce monde-là, de partager parce que oui, je vous ai donné un paquet de jeux, mais dites-vous que dans tous ces jeux-là, il y a une tonne de personnes qui ont été participants, qui ont été des partners de jeu. Et c'est vraiment ça qui fait toute la beauté de l'événement, d'avoir pu partager ces beaux moments avec tout ce monde. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!